dans un premier temps, une petite introduction sur les échelles et les unités de distance, parce que comme l'a dit Bruno, on ne va pas utiliser le même système d'unités. Si on parle d'échelle déjà sur Terre, donc on utilise le kilomètre. Alors le miles, si on est dans des pays anglo-saxons, mais on va rester en France, donc les kilomètres. Mais donc dans le système solaire, le système d'unités qu'on utilise, c'est l'année-lumière. Et l'année-lumière, donc c'est la distance parcourue par la lumière en un an, donc c'est à peu près 10 000 milliards de kilomètres. On sait que le Soleil est situé à 8 minutes-lumière de nous, donc ça veut dire que la lumière met 8 minutes à nous parvenir en provenance du Soleil. On a ensuite, on peut, donc comme ça, un petit peu quelques ordres de grandeur. Donc notre distance, la distance du Soleil au centre de notre galaxie, la Voie lactée, c'est déjà 28 000 années-lumière. La distance de notre Voie lactée à la galaxie la plus proche, 2,5 millions d'années-lumière. Là, on peut définir une première structure, ce qu'on appelle notre groupe local. Donc, c'est le groupe de galaxies dans lequel on vit. Et donc, la taille de ce groupe local, c'est déjà 10 millions d'années-lumière. L'amas d'étoiles le plus proche de nous, c'est l'amas de la Vierge, à 60 millions d'années-lumière. Et enfin, les galaxies les plus lointaines qu'on a réussi à mesurer jusqu'à présent, c'est 12 milliards d'années-lumière. Donc, je définis aussi le parsec. Donc, en fait, l'année-lumière, c'est un petit peu le système d'unité de distance qu'on utilise davantage pour la diffusion scientifique, pour la vulgarisation. En astronomie et dans les recherches, on va parler davantage de parsec. Un parsec, c'est 3 années-lumière. Et même, vous allez voir par la suite que les distances sont tellement énormes qu'on va parler de mégaparsecs. Donc, j'ai mis pour l'amas de la Vierge, par exemple, et les galaxies les plus lointaines, l'équivalent en mégaparsec, donc 10 puissance 6, un 1 avec 6 zéros, et gigaparsec, 10 puissance 9, un 1 suivi de 9 zéros. Donc, vous voyez que, voilà, à un moment donné, le kilomètre, c'est plus possible. Hein. Et donc, petite ordre de grandeur à garder en tête, la distance moyenne entre deux galaxies, en dehors de notre groupe local, c'est à peu près 500 millions d'années-lumière, 150 mégaparsecs. Donc rien qu'en une diapo, vous voyez que les distances dans l'univers, c'est vertigineux. Et donc, on peut rapidement aussi perdre la tête. Mais bon, après tout, au bout d'un moment, écoutez, au lieu de parler en kilomètres, on parle en mégaparsecs, et puis voilà, donc c'est juste une autre définition. Une définition plus adaptée. Donc là, toutes ces distances, on arrive à accéder à des distances de plus en plus grandes. Et pourquoi on veut accéder à des distances de plus en plus grandes? Parce que du coup, on remonte dans le temps, donc on remonte à des époques où l'univers était de plus en plus jeune. Et on veut essayer donc du coup de cartographier les grandes structures de l'univers. J'aime bien cette figure parce qu'en fait, ici, il faut imaginer, donc l'observateur est au centre. Donc vous êtes au centre, et là, vous voyez, chaque point que vous voyez est une galaxie, donc repérée dans le ciel par des coordonnées angulaires. Et on a aussi la distance de nous à ces galaxies. Et là, ça va être une quantité sur laquelle je vais revenir, le redshift, qui nous donne donc la distance. Et vous voyez que toutes ces galaxies, elles ne sont pas réparties de manière uniforme. Il y a des endroits où on va avoir beaucoup de galaxies, on va avoir une surdensité de galaxies, une concentration de matière, et des endroits où on va avoir comme des vides cosmiques. Donc on a de la structuration de la matière, et cette structuration de la matière, la cartographier, va nous permettre, je vais essayer de vous montrer comment, d'obtenir des informations sur l'univers. Et là, pareil, petit teaser également, je reviendrai sur cette figure, mais donc c'est, disons, une des cartes les plus abouties qu'on a des grandes structures de l'univers. Donc c'est une figure qu'on a produite avec ma collaboration pour un communiqué de presse, avec des données donc, qui datent de 2017, et où vous voyez, donc en fait, d'aujourd'hui au Big Bang, au fond diffus cosmologique, ce rayonnement fossile, les premiers photons émis dans l'univers 380 000 ans après le Big Bang, on essaye de retracer toute cette histoire à partir d'objets visibles, parce qu'on n'a pas accès à autre chose, à toutes les informations qu'on peut obtenir sur l'univers, c'est essentiellement à partir de la lumière qu'on reçoit d'objets visibles. Et les objets visibles, donc des galaxies, puis des quasars, je vais revenir dessus, des galaxies avec un trou noir supermassif au centre, vont en fin de compte avoir la même distribution, la même structuration que la matière non visible, et on va pouvoir retracer comme ça les structures de l'univers.
Des notions, avant également, donc, pour terminer cette introduction, quelques notions importantes. Donc, comme je vous disais, toute l'information qu'on obtient provient de la lumière. Il se trouve que la façon dont on interprète cette lumière peut porter à confusion parce que donc on a ce qu'on appelle une luminosité, une magnitude apparente, c'est ce qu'on observe, donc c'est l'éclat d'un astre vu depuis la Terre mais qui ne tient pas en compte de la distance. Or vous savez que les objets les plus proches vont apparaître plus brillants que ceux qui sont plus loin. Donc ça c'est quelque chose que la magnitude apparente ne prend pas en compte. Donc on parle aussi de magnitude ou luminosité absolue qui est la magnitude réelle, la luminosité intrinsèque d'un astre telle que si cet astre était placé à 10 parsecs de la Terre. Et on a une relation entre les deux parce que, donc, vous l'aurez peut-être déjà compris, comme son nom l'indique, ça, c'est ce qu'on a directement accès à cette information, à la magnitude apparente, à partir de la lumière qu'on reçoit d'un objet, alors que la magnitude absolue, c'est beaucoup plus difficile à obtenir. Et une façon, donc, les deux sont reliés, et ce qui relie les deux, c'est justement la distance à laquelle est situé l'objet en parsec. Et là, vous voyez du coup sur cette petite figure quelques exemples de magnitude. Donc on a le soleil, puis on a ici, vous voyez par exemple le ciel nocturne à l'œil nu qui est couramment observé dans cette gamme en magnitude, et on va vers des magnitudes ici, donc on a Andromède, etc. Et à chaque fois, cette magnitude ici, donc là absolue, est ramenée en fonction de la distance à laquelle l'objet est situé. Donc moi, ce qui m'intéressait dans cette conférence, dans le choix de ce titre de conférence, c'était de vous montrer qu'en fin de compte, à chaque fois qu'on a réussi à mesurer suffisamment précisément, ou en tout cas avec une confiance suffisante, une distance dans l'univers, ça nous a permis de mieux comprendre cet univers. Donc il y a par exemple les distances dans le système solaire, les premières distances donc, de la Terre, Terre-Soleil, puis le diamètre de la Terre, et des catalogues d'étoiles également. Toutes ces premières mesures de distance remontent à l'époque grecque de l'Antiquité. On a eu ensuite la révolution copernicienne avec donc l'héliocentrisme, et puis Tycho Brahe, un grand observateur. Et enfin, on a eu aussi la naissance de la mécanique avec les lois de Newton. Dans la révolution copernicienne, on a aussi eu tout ce qui est loi de Kepler, etc. Donc là, vraiment, la compréhension de notre système solaire et de à quelle distance sont les objets et comment ils tournent les uns par rapport aux autres. Il y a eu ensuite, dans les débuts des années 1910, des premières mesures des décalages spectraux donc de 14 galaxies. Donc à partir du spectre d'une galaxie, tout ça je vais revenir dessus, on peut déterminer le décalage des raies qui va nous dire à quelle distance l'objet est situé. Et ces premières mesures montraient qu'en fait, on avait l'impression que ces objets s'éloignaient de nous. Donc c'était les premières mesures de ce qu'ensuite Hubble va utiliser pour mettre en évidence l'expansion de l'univers, et ça nous a permis, il y a eu du coup un débat en 1920 autour de ces questions: quelle est la taille de la Voie lactée, quelle est la position du Soleil dans la Voie lactée, et quelle est la nature de ces objets qui ont l'air de s'éloigner de notre Voie lactée, alors qu'on pensait que la Voie lactée c'était tout l'univers. On ne savait pas encore, on n'avait pas encore montré que, en fin de compte, il y avait des galaxies, ce qu'ils appelaient au début des nébuleuses spirales, des galaxies spirales qui étaient en dehors de notre groupe local, et donc qui s'éloignaient de nous. Il y a eu également donc, la découverte de l'expansion accélérée de l'univers, donc cette fameuse, ce qu'on appelle maintenant l'énergie noire, ou en tout cas l'énergie noire serait la source de l'accélération de l'expansion de l'univers, mais c'est une hypothèse, en utilisant donc des supernovae, des explosions d'étoiles, pour mesurer des distances plus grandes dans l'univers. Et plus récemment, en 2014, il y a d'ailleurs Daniel Pomarède, un des membres, une des personnes qui a participé à cette découverte, avait donné une conférence il y a 2 ans lorsque j'étais venue au festival. Ils arrivent maintenant à avoir des cartes en 3 dimensions, des positions et des vitesses pour 8000 galaxies dans notre environnement local. Et ça a permis du coup de définir une nouvelle structure, ce qu'on appelle maintenant le superamas local. Donc je vous avais montré l'amas de la Vierge, vous avez montré le groupe local. Après l'amas de la Vierge, à des distances plus grandes, on a donc notre superamas local, l'Aniakea. Et bien évidemment, quand on fait ce genre de petite historique, on a des questions qui demeurent. Univers fini ou infini, destin de l'univers, donc là c'est par rapport à l'expansion de l'univers. Est-ce qu'elle va continuer d'accélérer? Est-ce qu'elle va s'arrêter? Est-ce ça va rediminuer? Ainsi de suite.
Voilà pour un bon historique, un bon contexte de vers où j'ai envie d'aller. Donc je vais revenir rapidement sur les méthodes de la Terre aux étoiles proches et de la Terre aux galaxies proches, parce que ces méthodes, surtout pour la première, sont abordées comme Bruno l'a mentionné, par un cours fil jaune donné par André aujourd'hui, demain et vendredi. Je reviendrai à la fin sur des liens de conférences avec ce sujet-là. Et pour aller donc des étoiles proches aux galaxies lointaines et jusqu'aux grands relevés du ciel les données sur lesquelles je travaille. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas utiliser la même méthode à toutes les échelles. Donc, du coup, on va essayer de construire une échelle de distance à partir des objets qui sont à notre disposition et qu'on connaît bien. Donc, par exemple, la première méthode, donc ici, vous voyez les distances en parsec. Une première méthode que je vais rapidement décrire, parce que là, en revanche, elle fait l'objet Elle est détaillée dans le cours de Patrick Lécureuil, le cours fil vert de dimanche, pour ceux qui l'ont suivi, ou en tout cas, je vous invite à regarder ces cours. Donc, c'est une méthode géométrique et directe qui va nous permettre de mesurer des distances. Je vais revenir dessus, mais en tout cas, retenez qu'elle est géométrique et directe. C'est la seule méthode directe. Après, on va utiliser des méthodes indirectes, donc basées sur des distances photométriques. Donc, par exemple, on va utiliser les céphéides. Je vais présenter cette méthode-là. Et on va utiliser ensuite, au fur et à mesure, d'autres objets. Donc, on a les supernovae de type 1A, ces explosions d'étoiles massives sur lesquelles je vais revenir également. Et enfin, des relations empiriques. Donc, par exemple, pour des populations d'objets, on peut déterminer des propriétés communes et du coup, obtenir des informations sur leur distance. En tout cas, l'idée ici, c'est vraiment de garder en tête que pour mesurer les distances dans tout l'univers, il restera une dernière méthode pour les distances les plus cosmologiques, ça se fait étape par étape, parce que les distances mises en jeu sont tellement grandes qu'on ne peut pas utiliser la même méthode partout. Donc revenons sur la méthode de la parallaxe annuelle ou parallaxe trigonométrique. Donc en fait, c'est une méthode assez simple à comprendre. On va mesurer l'angle. Donc on va mesurer l'angle qui est fait entre une étoile et donc la Terre, vu donc depuis la Terre à deux positions. Donc on va mesurer la position d'une étoile lorsque la Terre est ici en janvier, et puis 6 mois plus tard, en juillet, on va mesurer l'angle sous lequel on voit cette étoile-là. Et en fait, cet angle, c'est ce qu'on appelle la parallaxe. Donc c'est l'angle qui correspond à la différence de position de l'étoile vue depuis la Terre. Et en mesurant cet angle, connaissant la distance Terre-Soleil, donc on est dans un triangle rectangle, une relation trigonométrique, on peut déterminer la distance de l'étoile. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'est défini le parsec. Donc le parsec, c'est la distance correspondant à une parallaxe, donc c'est le nom donné à cet angle, lorsque cet angle vaut 1 seconde d'arc, sous laquelle est vue la distance Terre-Soleil. La distance Terre-Soleil, on dit aussi que c'est une unité astronomique, mais bon, c'est pas grave, ne compliquons pas. Et je vous rappelle qu'un parsec, c'est 3 années-lumière. Donc ici, c'est une mesure d'angle. Une mesure d'angle, on connaît cette distance-là, donc on peut déterminer cette distance inconnue de la Terre à l'étoile. Cette méthode, elle a été utilisée et elle continue d'être utilisée. Elle a été utilisée par le satellite européen Hipparcos, en hommage à Hipparque qui avait fait les premiers catalogues d'étoiles. Donc ce satellite, il a mesuré la parallaxe de 120 000 étoiles jusqu'à 1 kg par sec, donc 1 avec 3 zéros. Et maintenant, d'ailleurs la mission est en train de se terminer, le satellite européen Gaia a mesuré la parallaxe d'1 milliard d'étoiles jusqu'à 1 mégaparsec, donc 1 avec 6 zéros. Donc c'est vraiment une méthode qui est très robuste et qu'on utilise pour mesurer la distance aux étoiles proches. Ensuite, une deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Hertzsprung-Russell. Donc, dans ce diagramme, en fait, il a été très utile pour comprendre les populations stellaires, parce qu'il regroupe, dans ce diagramme où vous voyez donc la luminosité des étoiles en fonction de leur température. Il se trouve que la luminosité des étoiles dépend de leur température. Plus une température est chaude, plus une étoile est chaude, plus elle va être brillante, et plus son type spectral sera dans le bleu, contrairement au métal quand il chauffe. Alors que plus une étoile est froide, moins elle sera brillante et plus son type spectral, donc là ici on vous donne le type spectral, c'est en gros, donc à partir de son spectre on est capable de déterminer les lettres, permet juste de ranger, ça va être plutôt vers le rouge. Donc ce qu'il faut bien comprendre ici, comment on va du coup mesurer les distances, donc
disons qu'on détermine le spectre, on obtient le spectre d'une étoile, on détermine donc sa température. Grâce à ce diagramme, je regarde si la température de mon étoile est ici. Je sais que mon étoile, vu que j'ai son spectre, c'est une étoile de la séquence principale. Donc la séquence principale, c'est là où sont les trois quarts, la majorité des étoiles. Le Soleil est dans cette séquence. En gros, c'est des étoiles qui brûlent leur hydrogène, et plus elles brûlent l'hydrogène, plus elles brillent. Et ensuite, en fonction de la masse de l'étoile, on va avoir des évolutions différentes, supergéantes, géantes ou des naines blanches. Je ne veux pas faire un cours sur l'évolution stellaire, mais retenez qu'on est capable, on calibre, on détermine ce diagramme dans un premier temps avec des étoiles connues, et ensuite, pour une étoile inconnue, je vais mesurer sa température. Je connais si elle est sur la séquence principale ou si c'est plutôt une supergéante, et je vais pouvoir du coup déterminer sa luminosité absolue. Donc sa luminosité absolue, je sais qu'avec une autre mesure de sa luminosité apparente, donc vraiment le flux de lumière que je reçois, ça c'est la luminosité apparente, je peux relier les deux, donc magnitude absolue, magnitude apparente, par la relation que je vous ai montrée. Donc là, je l'ai juste inversée, mais en gros, la distance est reliée à la différence entre la luminosité apparente, ce que je mesure, et la luminosité absolue, ce que je déduis à partir de ce diagramme. Bon, vous voyez aussi que ça ne va pas être hyper précis non plus. Hein. Donc c'est vraiment, dans certains cas, on va privilégier cette méthode, mais sinon, on va essayer de faire appel à des méthodes plus précises. Ok, donc ça c'était pour les étoiles proches. Vous voyez que pour les étoiles proches, quand même, la méthode qui domine et qu'on va privilégier, c'est la méthode de la parallaxe. Dès qu'on peut mesurer des angles, on va essayer du coup d'utiliser cette méthode pour mesurer la distance aux étoiles proches. Pour les galaxies proches, il y a une première façon de faire qui est d'utiliser des lois empiriques. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des relations. Donc, pour les galaxies spirales, ça s'appelle la relation de Tully-Fisher, les personnes qui ont découvert cette relation, entre la luminosité, donc la luminosité, l'éclat d'une galaxie spirale, et l'amplitude de sa courbe de rotation. Plus une galaxie spirale est massive, plus elle tourne vite et plus elle est lumineuse. Donc, on a une relation comme ça. C'est toujours pareil, on va calibrer cette relation, on va la déterminer à partir d'objets connus, et ensuite on va l'appliquer à des objets inconnus. Pour les galaxies elliptiques, c'est le même principe, la relation s'appelle Faber-Jackson, c'est entre la magnitude absolue, donc la luminosité absolue, et la dispersion des vitesses des étoiles au sein de la galaxie elliptique. Donc oui, vous savez, on voit là déjà visuellement la différence entre une galaxie spirale et une galaxie elliptique. Les galaxies elliptiques, il faut imaginer des étoiles qui ont une grosse dispersion. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de direction privilégiée, on va dire, pour la lumière. On voit quelque chose d'assez diffus. La dispersion de ces étoiles dans la galaxie est reliée à la luminosité de la galaxie elliptique. Donc ça, ce sont des relations empiriques. On a une deuxième méthode qui est basée sur l'utilisation de ce qu'on appelle des chandelles standards. Donc c'est ce que je vous disais, ces indicateurs primaires ou secondaires. Donc par exemple, ce sont les céphéides, je vais présenter la méthode juste après, et les supernovae de type 1A. Et on peut utiliser ces deux types d'objets pour justement calibrer ces relations-là. On va utiliser, donc par exemple, les céphéides, ce sont des étoiles. On va utiliser la méthode des céphéides. On va chercher dans certaines galaxies spirales, des galaxies spirales qui contiennent des céphéides. On va utiliser la méthode des céphéides pour déterminer ces relations empiriques. Donc la méthode des céphéides. Les céphéides, déjà, qu'est-ce que c'est? Donc, ce sont des étoiles supergéantes dont la luminosité varie périodiquement. Donc vous le voyez un petit peu sur cette figure. Donc là, c'est une même céphéide et vous voyez que on appelle ça des étoiles variables. Sa luminosité varie périodiquement et les variations d'éclat dépendent de la période de pulsation de l'étoile. Donc nous, en tant qu'observateurs, on regarde le flux lumineux reçu par l'étoile à différents moments. On voit que ça varie périodiquement. Je peux le relier à la période de pulsation de l'étoile. Et la période de pulsation de l'étoile, elle est reliée justement à la magnitude absolue ou magnitude apparente. C'est une relation, donc période-luminosité, qui a été déterminée dans les années 1910 par Henrietta Leavitt, qui était donc une astronome à l'observatoire de Harvard, à partir des étoiles des nuages de Magellan.
Et donc là, c'est la relation qu'on peut mettre du coup en évidence, où on a la magnitude apparente en fonction de la pulsation en échelle logarithmique, et donc on a une relation linéaire entre les deux. Toujours pareil, en appliquant cette méthode à des objets dont on connaît la distance, on va pouvoir déterminer les paramètres A et B dans cette équation, dans cette relation, et ensuite on va appliquer cette méthode à des objets dont on ne connaît pas la distance, mais dont on sait que ce sont des céphéides. Et pourquoi on appelle ça des chandelles standards? Parce que des chandelles, parce que ce sont des étoiles supergéantes très lumineuses, donc on va pouvoir les observer assez facilement. Et en plus, on sait directement relier leur luminosité à la période de pulsation, et la période de pulsation, c'est quelque chose qu'on peut mesurer assez facilement également. Donc, pour la petite histoire aussi, c'est cette relation que Edwin Hubble a utilisée en 1929 pour mettre en évidence l'expansion de l'univers. Donc en fait, Edwin Hubble, il a travaillé sur des galaxies spirales qui contenaient des céphéides. Il a utilisé donc cette relation pour déterminer la distance des galaxies spirales. Et il s'est rendu compte qu'en traçant la distance de ces galaxies spirales en fonction de leur vitesse d'éloignement, eh bien, on avait donc une expansion de l'univers. Plus les objets s'éloignent, plus les objets sont loin, plus ils sont distants. Donc c'est justement on arrive du coup de plus en plus aux galaxies lointaines avec cette idée donc d'univers en expansion. Ce que j'aime bien rappeler dans cette idée d'univers en expansion, alors mes flèches ne sont pas du tout censées être là, c'est pas grave. Donc les flèches sont censées être entre deux points jaunes qui correspondent donc à deux galaxies. Et on voit donc souvent on traduit l'expansion de l'univers, on la schématise par le gonflement d'un cake au raisin ou d'un cake à ce que vous voulez. Plus le temps augmente, plus les distances entre les galaxies augmentent. Donc c'est ces petites flèches noires qui devraient être là. Donc ces distances entre galaxies, donc les distances intergalactiques augmentent. En revanche, à l'échelle d'une galaxie, aux échelles intragalactiques, c'est la vitesse propre de la galaxie, la vitesse de déplacement de la galaxie qui domine par rapport à la vitesse liée à l'expansion de l'univers. Donc c'est pour ça que la taille d'une galaxie, elle, n'est pas affectée par l'expansion de l'univers. À l'échelle de la galaxie, ce qui domine, c'est la gravité. Donc les étoiles restent dans la galaxie et la galaxie a toujours la même taille. Donc c'est une question ici d'échelle. Aux échelles intragalactiques, on est dominé par le mouvement des étoiles, la gravité dans la galaxie et la dynamique du gaz, etc. Aux échelles extragalactiques, intergalactiques, on est dominé par l'expansion de l'univers et il faut du coup le prendre en compte quand on mesure les distances aux galaxies lointaines. Donc, quelle est la notion qu'on va utiliser? C'est une notion clé dans nos modèles cosmologiques, dans la façon dont on va mesurer la distance aux galaxies lointaines, c'est la notion de redshift. Donc, en cosmologie, on est obligé de faire une hypothèse, c'est ce qu'on appelle le principe cosmologique. On est obligé de supposer que l'univers est homogène et isotrope. Donc, homogène, ça veut dire que l'univers a les mêmes propriétés, quel que soit l'endroit. En gros, ce qu'on suppose, si vous voulez, c'est que nous, on est observateurs sur Terre. On va supposer que les observations qu'on fait depuis la Terre, de l'univers, et on essaye d'observer une portion de plus en plus grande de l'univers, sont représentatives, ces observations, de l'ensemble de l'univers. Donc les lois ou les relations, les observations que je peux faire depuis la Terre, j'obtiendrais exactement les mêmes résultats si je pouvais les faire depuis une autre galaxie. Donc ça, c'est le principe cosmologique. Et on est obligé de faire cette hypothèse, sinon vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire de cosmologie. Mais on a aussi des moyens de tester certaines parties, certains aspects de ce principe. Et donc les observations, c'est que l'univers est en expansion, donc on va définir ce qu'on appelle un facteur d'échelle. Facteur d'échelle, c'est donc un paramètre qui va décrire l'expansion de l'univers en fonction du temps. Donc autrement dit, c'est un paramètre qu'on appelle A de t, donc une fonction qui dépend du temps. Et cette fonction qui dépend du temps va être du coup proportionnelle aux distances intergalactiques. Les distances entre les galaxies, si je reviens sur mon petit schéma ici, vous voyez bien que cette distance ici, elle augmente avec le temps. Donc c'est
on va le quantifier, si vous voulez, le décrire mathématiquement avec ce paramètre, le facteur d'échelle. Et ensuite, ce facteur d'échelle, donc qui va décrire du coup l'expansion de l'univers en fonction du temps, on le relie à ce qu'on appelle le redshift cosmologique. Le redshift cosmologique, donc en anglais, redshift, c'est le décalage spectral vers le rouge. Donc là, il faut revenir au spectre de la lumière. Le spectre de la lumière, donc là vous voyez des raies d'absorption ou d'émission, et donc ici c'est d'émission. Vous voyez que lorsqu'on prend par exemple le spectre lumineux d'un objet sur Terre, donc c'est ce qu'on appelle ici dans le laboratoire, voilà à quelle position se trouve cette raie, par exemple. Si j'essaie de prendre, donc pour le même élément, le spectre lumineux, mais d'une étoile, je vais voir que ce même élément ici, il est à peu près à la même distance, à peu près au même niveau. Et on voit en fait que plus on va regarder des spectres lumineux d'objets qui sont loin de nous, plus cette raie spectrale du même élément va se décaler vers le rouge. Donc c'est ça ce qu'on appelle le redshift, décalage vers le rouge. Alors ce que décalage spectral vers le rouge, voilà, donc on dit redshift. C'est cette quantité Z, et cette quantité Z, elle est liée donc à ce qu'on appelle la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est tout simplement la distance par rapport à une référence jusqu'à cette raie ici spectrale. Donc ça nous définit une longueur d'onde. Ici, ça va être la longueur d'onde observée. C'est la longueur d'onde qu'on observe dans le spectre d'une galaxie distante par rapport à la longueur d'onde de référence dans mon laboratoire sur Terre. Et on a donc un décalage vers le rouge, et ce décalage vers le rouge de la raie spectrale, des raies spectrales, va me donner accès au redshift. Et le redshift est lui-même relié au temps. Je vous montrerai tout à l'heure une figure qui nous montre la correspondance entre, pour une valeur de redshift, quelle est l'époque en milliards d'années que je sonde. Donc le redshift est lié donc par définition, hein, donc là c'est plutôt la formule pour les observations au décalage des raies spectrales. Il est aussi lié en cosmologie, pour le redshift cosmologique lié à l'expansion de l'univers, à l'augmentation des distances, donc à ce facteur d'échelle petit a, où ici, donc a à T0, T0 c'est aujourd'hui, par convention on dit que c'est 1. Donc en fait, le redshift, 1 plus le redshift, c'est inversement proportionnel au facteur d'échelle. J'ai bien dit que ce redshift, il est d'origine cosmologique. Lorsqu'on regarde ici une galaxie très loin de nous, la raison pour laquelle ces raies spectrales sont décalées vers le rouge, c'est parce que les distances entre la galaxie et moi, et entre les galaxies de manière générale, augmentent. L'espace lui-même se dilate. Donc c'est un redshift d'origine cosmologique. Et on a, comme je l'ai dit, hein, toujours sur mon petit schéma, on a bien sûr aussi la galaxie. Elle s'éloigne de moi à cause de l'expansion de l'univers, mais elle a aussi donc une vitesse propre, sa vitesse à elle, dans son mouvement à elle, sauf qu'aux échelles intergalactiques, aux échelles entre les galaxies, cette vitesse propre, particulière, est négligeable. Donc en fin de compte, ce que je mesure, c'est directement, pratiquement, le redshift cosmologique lié à l'expansion de l'univers. Donc c'est cette relation du coup que Hubble, on dit maintenant Hubble le maître, il était temps parce que le maître a énormément contribué à la découverte de cette relation. Cette relation donc, qui lie du coup la vitesse d'éloignement des galaxies en fonction de leur distance. Donc, cette loi, elle stipule que les galaxies s'éloignent les unes des autres à des vitesses proportionnelles à leur distance, c'est-à-dire d'autant plus élevées qu'elles sont éloignées de nous. Donc, on a comme ça une relation entre la vitesse d'éloignement et la distance à laquelle se situe cette galaxie. Pour la petite histoire, donc Georges Lemaître, c'est un théoricien. Lui, en fait, il a prédit cette relation à partir des équations donc de la relativité générale. Il a mis en évidence un univers en expansion, alors qu'Einstein lui-même, à la même époque, n'y croyait pas. Mais ensuite, la découverte par les observations d'Edwin Hubble en 1929 de cette relation a fini de convaincre la communauté que l'univers était bien en expansion et non statique comme Einstein voulait le croire initialement. Donc on a du coup une relation de proportionnalité entre la vitesse
d'éloignement de la galaxie et sa distance, la constante de proportionnalité, c'est cette grandeur H0 qu'on appelle du coup la constante de Hubble. Je vais revenir dessus aussi. Et en gros, aujourd'hui, on estime qu'elle est plus ou moins à 70 km par seconde par mégaparsec. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que deux galaxies séparées d'1 mégaparsec s'éloignent les unes des autres à une vitesse de 70 km par seconde. C'est ça vraiment la définition de cette constante, c'est sa valeur aujourd'hui. Ok, donc maintenant j'ai abordé un certain nombre de méthodes. Je voulais revenir sur les limites de validité donc, des méthodes. Donc, j'ai abordé la méthode de la parallaxe qu'on utilise essentiellement donc, pour les étoiles proches. On peut aller à peu près, bon, en théorie, jusqu'à 1000 années-lumière. En fait, ce qui nous limite ici, ça va être que, au fur et à mesure qu'on essaye d'utiliser cette méthode pour des objets qui sont loin, on va avoir des angles de plus en plus petits. Donc on est limité par la capacité à résoudre des angles de plus en plus petits. Donc 1000 années-lumière, bon 1000 années-lumière, ça nous permet quand même, vous voyez là, donc pareil, on peut utiliser la parallaxe pour mesurer la distance à Proxima Centauri, qui est l'étoile la plus proche de nous, 4,2 années-lumière. On a Sirius, Vega, Antares, beaucoup d'étoiles que pour ceux qui ont observé le ciel connaissent parce que ça fait partie des plus lumineuses. On peut également utiliser la parallaxe pour l'amas des Pléiades. Donc l'amas des Pléiades, c'est un amas d'étoiles, donc c'est des étoiles qui sont regroupées ensemble et qui forment donc une structure liée gravitationnellement qu'on appelle un amas. Donc on peut utiliser cette relation, on peut et ainsi de suite. Ensuite, on a donc la méthode des céphéides. Donc la méthode des céphéides, ce sont des étoiles dont la luminosité varie périodiquement et qui dépend de la période de pulsation de l'étoile. Elle a une portée théorique de 40 millions d'années-lumière. Donc là, vous voyez à peu près. Donc on peut, par exemple, l'utiliser pour Andromède. Donc comment ça se passe? Et bien, du coup, donc, dans la galaxie d'Andromède, il y a des céphéides, ces étoiles variables. On peut les utiliser, on peut utiliser la relation entre leur pulsation qu'on va mesurer à partir des données, et à partir de ça, on aura donc la luminosité absolue de ces étoiles céphéides, et on va ensuite faire une autre mesure, qui est la mesure donc, directe de la luminosité, la luminosité apparente, la lumière reçue par l'étoile. Et on utilise du coup cette relation entre magnitude apparente, magnitude absolue, et la relation c'est justement donc la distance. Donc on a du coup la distance à Andromède. On a ensuite donc les méthodes donc, que j'ai appelées empiriques, Tully-Fisher et Faber-Jackson. Donc Tully-Fisher pour les galaxies spirales, Faber-Jackson pour les galaxies elliptiques. Et vous voyez donc il y a un recouvrement entre ces deux méthodes, et ça c'est très important, et c'est très utile parce que ça va nous permettre de calibrer, d'étalonner ces relations. Ces relations, elles relient par exemple pour Tully-Fisher, on a dit la luminosité de l'étoile avec son amplitude de vitesse de rotation. Donc pour des étoiles connues, on va pouvoir utiliser donc les céphéides pour calibrer cette relation, c'est-à-dire déterminer justement le coefficient de proportionnalité entre ces deux grandeurs, et ensuite appliquer ces méthodes empiriques à d'autres galaxies spirales, par exemple, ou d'autres galaxies elliptiques. On a également donc ensuite, qui permet de sonder des distances encore un petit peu plus grandes, les supernovae de type 1A. Donc les supernovae de type 1A qui sont donc des explosions d'étoiles massives, je vais revenir juste après dessus, qui nous permet d'aller jusqu'à 5 milliards d'années. Donc ce sont comme les céphéides, ce qu'on appelle des chandelles standards, parce que en fait, ces étoiles supermassives, quand elles explosent, elles ont la même courbe de lumière, elles explosent avec, elles émettent la même quantité de lumière au maximum au moment où l'étoile explose. Donc on a comme ça, si vous voulez, un repère. Pour toutes les étoiles qui correspondent à des supernovae, on sait qu'elles vont, au maximum de l'explosion, elles vont avoir telle luminosité. Donc je vais revenir dessus. La constante de Hubble, donc la constante de Hubble, c'est donc utiliser cette relation que je vous ai dit entre la vitesse d'éloignement d'une galaxie et la distance à laquelle elle est située. Je sais mesurer par exemple la vitesse d'éloignement, des mesures
à partir des observations, j'utilise la relation, je connais la constante de Hubble aujourd'hui, je l'ai mesurée avec d'autres observations par d'autres techniques, je peux du coup en déduire sa distance. Et enfin, le redshift, donc le redshift qui va aussi également, donc c'est cette relation-là, le redshift qui va également donc supposer qu'on utilise un modèle cosmologique à un moment donné. Si vous venez dans mon fil rouge demain après-midi, je vous montrerai mieux la relation entre le redshift, le modèle cosmologique et la mesure de distance. Et là, on peut aller jusqu'aux galaxies lointaines. J'ai mis une formule juste pour vous montrer la dépendance. La distance à une galaxie, on peut donc y remonter à partir donc de cette... Là, c'est un peu comme... C'est le taux d'expansion de l'univers, mais à n'importe quel instant, en fonction de Z. Z, c'est comme le redshift, c'est comme le temps. Donc moi, je vous ai parlé de H0, donc c'est la mesure de ce paramètre aujourd'hui, c'est la mesure de l'expansion de l'univers, le taux d'expansion de l'univers aujourd'hui, mais on peut le mesurer à toutes les échelles, à plusieurs époques de l'univers. C'est une mesure à laquelle j'ai contribué et sur laquelle je vais me concentrer par la suite. Et ça, donc, c'est directement relié à la distance à laquelle se situe une galaxie. J'ai trouvé une vidéo très bien faite, de manière générale, les cours que propose, gratuits et en ligne que propose l'Observatoire de Paris sont super bien faits. Donc là, c'est une petite vidéo résumée qui dure 5 minutes, donc je ne vais pas la montrer de toute façon, je n'ai pas Internet et je ne l'ai pas enregistrée. Mais c'était pour, voilà, si vous voulez vous persuader, vous convaincre que vous avez compris ces méthodes, vous pouvez regarder la vidéo et normalement, vous devriez pas trop avoir de questions, si ce n'est celles que vous aurez à la fin de la présentation et auxquelles j'essaierai de répondre. Ok, donc, bien. Donc avec toutes ces méthodes, du coup, je vous disais, on essaye donc de cartographier les grandes structures de l'univers. Donc c'est sur quoi je vais me concentrer sur le reste de la présentation, les grands relevés du ciel. Et comment on mesure du coup à partir de ces grands relevés la distance des galaxies, et une fois qu'on a la distance des galaxies, qu'est-ce qu'on fait cette information pour extraire des informations cosmologiques cette fois-ci sur l'évolution sur l'évolution de l'univers. Donc là ici je vous montre, donc c'est un peu comme la figure que je vous ai montrée au début, l'observateur est ici, chaque point est une galaxie, et donc là on a ces coordonnées angulaires. Et chaque point donc est une galaxie, et ça c'est le premier relevé du ciel à des échelles quand même, à des grandes échelles. C'est le relevé CFA pour Center for Astrophysics, c'est un laboratoire à Harvard. Et donc c'était 1982, ils ont une deuxième version en 1989, et là vous voyez que, donc ça c'est un univers assez proche, donc vous voyez qu'on commence à avoir beaucoup mieux cette structure ici, là, comme une sorte de mur. Donc effectivement, ils ont appelé ça un mur de galaxies. Et ça, c'est la figure qu'on a aujourd'hui. Alors c'est une figure pour le grand public. Et donc ce qu'il faut voir ici, c'est qu'on va utiliser dans un premier temps des galaxies pour sonder l'univers proche de nous, puis les quasars, ces galaxies avec un trou noir supermassif au centre. Et on a ensuite toute une époque pour laquelle, alors toute cette époque-là, c'est ce qu'on appelle les Dark Ages, âges sombres, où en fait on n'a pas de source de lumière connue, donc on a très peu d'informations sur cette période-là. Et on va, du coup, ici, là, après, on a le fond diffus cosmologique, le rayonnement fossile. C'est les premiers photons émis dans l'univers 380 000 ans après le Big Bang. Et vous voyez ici ce qu'on appelle le temps de retour en arrière. Donc c'est la figure que je vais vous montrer juste après, où on peut, donc là on revient à l'univers tel qu'il était il y a 1 milliard d'années, il y a 5 milliards d'années, 8 milliards d'années, 10 milliards d'années, etc. jusqu'au Big Bang, 13,8 milliards d'années. Dans mon fil rouge, je montre aussi comment on arrive à ce 13,8 milliards d'années. Donc, je voulais revenir un petit aparté sur ces galaxies les plus lointaines qu'on utilise pour le moment, qu'on appelle donc les quasars. Donc, moi, j'ai travaillé sur ces objets-là. Et donc, il s'agit donc d'objets qui apparaissent dans le ciel comme des étoiles, donc des objets ponctuels, mais qui sont très lumineux, à peu près 100 fois la luminosité d'une galaxie, qui peuvent avoir dans leur spectre électromagnétique une contribution dans le domaine radio, mais pas forcément, des objets ponctuels.
mais ce ne sont pas des étoiles, et surtout très massifs, 1 million de fois le Soleil. Donc là, c'est deux images de quasars qu'on aime bien montrer, parce que celui-ci, c'est le plus brillant, et c'est un des premiers détectés, et celui-ci, le plus éloigné, 770 millions d'années seulement après le Big Bang. Et donc c'est cette figure dont je vous parlais, la correspondance entre le redshift et l'époque. Donc moi, les quasars sur lesquels j'ai travaillé, bon, ils n'allaient pas jusqu'à un redshift de 4, mais jusqu'à un redshift de 2 à peu près. Mais toute cette gamme-là, d'un redshift de 0,8 à 4 environ, c'est les quasars observés par ce télescope dont je vais parler juste après. Et vous voyez que quand je regarde du coup cette correspondance, donc là c'est la correspondance, donc une expression analytique, mathématique, vous voyez que du coup les quasars observés par ce télescope permettent de sonder l'univers tel qu'il était il y a entre 8 milliards et 12 milliards d'années. Donc on peut remonter comme ça plus loin dans l'histoire de l'univers. Donc je vous ai parlé d'univers en expansion accélérée. Comment on a mis en évidence cette expansion accélérée? Donc on a justement utilisé les supernovae de type 1A, c'est ce qu'on appelle ces chandelles standards, parce qu'en fait donc elles ont les mêmes. Si une étoile est une supernova de type 1A, elle va avoir les mêmes conditions d'explosion et la même courbe de lumière, donc la même luminosité intrinsèque, la même magnitude absolue. Donc ici, c'est ce que vous voyez, c'est donc la magnitude en fonction, donc observée en fonction du temps écoulé lors de l'explosion. Et cette courbe, qu'on appelle cette courbe de lumière, c'est la même pour toutes les supernovae de type 1A. Donc ça, c'est super pratique. Et en plus, donc, comme ce sont des explosions d'objets, d'étoiles supermassives, ce sont des objets qu'on peut voir assez loin dans l'univers, donc on peut utiliser sur de grandes distances et remonter à l'univers. Pas comme les quasars, hein, c'est beaucoup moins que les quasars, mais c'est déjà vachement bien pour des étoiles. Donc du coup, on a la courbe de lumière, on a donc la magnitude absolue. Par une autre mesure, toujours, on a accès à la magnitude apparente, le flux lumineux reçu par l'étoile, et donc avec toujours la même relation, on a donc la distance. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 1998 par ces trois personnes? Ils ont observé de manière indépendante, avec des échantillons, avec des expériences indépendantes, donc la luminosité des supernovae, donc la magnitude des supernovae, en fonction du redshift, donc en fonction du temps. Et en fait, là, c'est un peu les trois scénarios qui étaient envisagés. Si les supernovae apparaissent moins lumineuses que prévu si l'univers s'étendait à une vitesse constante, on aurait une expansion accélérée. Si les supernovae apparaissent plus lumineuses que ce qu'on calcule lorsque l'univers a une expansion constante, l'expansion est ralentie. Et donc, du coup, ils ont observé, vous le savez déjà la réponse, des supernovae moins lumineuses, et ils en ont conclu que l'expansion de l'univers s'accélérait. Donc, autrement dit, que les distances entre les galaxies augmentent avec le temps, ça c'était l'expansion de l'univers, mais elles augmentent d'autant plus vite les 6 derniers milliards d'années de l'univers qu'au début. Donc on a une accélération de l'expansion de l'univers. Et ils ont obtenu du coup pour cette découverte le prix Nobel de physique en 2011. Et donc ici en particulier c'est Adam Riess et il continue énormément de travailler dessus et je vais vous montrer un autre résultat beaucoup plus récent de ses recherches. Donc, ok, expansion de l'univers accélérée, maintenant la question est qui appuie sur la pédale d'accélérateur? Et c'est là où l'énergie noire intervient. Sauf que l'énergie noire c'est une interprétation possible, la plus simple, peut-être la plus probable, de l'énergie, de cette source, de ce mécanisme à l'origine de l'accélération de l'expansion de l'univers. Donc, si on adopte une approche énergie noire, on va chercher à modifier le contenu énergétique de l'univers, on va rajouter un composant, l'énergie noire. Vous savez qu'aujourd'hui, l'énergie noire domine le contenu de l'univers, elle représente 70% de son contenu énergétique, et la question, du coup, est quelles sont les propriétés de l'énergie noire ? Parce que dans notre modèle actuel de la cosmologie, pour interpréter nos résultats,
on fait l'hypothèse que cette énergie noire a les mêmes propriétés partout dans le temps, donc c'est une constante, et dans l'espace, donc c'est une constante, ce qu'on appelle la constante cosmologique. Donc dans les équations qui décrivent la dynamique de l'univers, son évolution, et notamment comment les distances augmentent dans l'univers, pour expliquer le fait qu'aujourd'hui, enfin ces 6 derniers milliards d'années, les distances augmentent plus vite, on rajoute une constante, la constante cosmologique, qui a une valeur qu'on détermine à partir des observations. Et après, du coup, la question est, est-ce que l'énergie noire est effectivement une constante ou est-ce que ses propriétés varient avec le temps? Pour répondre à cette question, la piste du coup que les chercheurs, que ma communauté adopte, c'est d'aller essayer de mesurer, et le plus précisément possible, l'évolution des distances au cours du temps. Si les distances augmentent telles qu'on l'attendrait avec une hypothèse de constante cosmologique, avec un modèle avec une constante cosmologique, l'hypothèse de constante cosmologique est favorisée. Si on voit des déviations par rapport à cette prédiction, on peut du coup interpréter, bien sûr en vérifiant que nos mesures ne sont pas contaminées, etc., cette déviation par le fait que l'énergie noire a en fait des propriétés qui varient avec le temps. Donc ça, c'est l'approche énergie noire. On rajoute un composant inconnu dans le contenu de l'univers. On a sinon l'approche gravité modifiée. Donc l'approche gravité modifiée, ça va être d'aller modifier cette fois-ci les équations. Alors la théorie de la gravitation dans notre modèle cosmologique, elle est basée sur donc, la relativité générale. Donc c'est la relativité générale, la théorie d'Einstein, qui décrit comment l'univers évolue et décrit sa dynamique. Si on modifie ces équations, eh bien, en fait, il a été montré par des théoriciens qu'en modifiant ces équations, on peut expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers sans faire appel à une constante cosmologique. Et bien sûr, donc, il se trouve que la question est, la relativité générale est-elle valable aux échelles cosmologiques? Parce qu'il faut bien, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, la relativité générale, elle explique très bien ce qui se passe à l'échelle du système solaire et elle est très bien testée. Elle a notamment permis, par exemple, de mieux comprendre l'orbite de Mercure ou ce genre de choses. Donc on utilise la relativité générale à l'échelle du système solaire. Maintenant, on suppose en cosmologie qu'elle est valable à des échelles beaucoup plus grandes. Et la question est, est-ce qu'elle est effectivement valable à ces échelles-là? Donc ici, on va aller une approche, c'est celle que moi j'ai adoptée, que j'ai suivie pendant ma thèse, c'est de tester la croissance des structures. La vitesse, elle a surtout la quantité de structures qui se forment. Les structures se forment sous l'effet de la gravité. Donc, si la quantité de structures observées ne correspond pas à ce que le modèle prédit en supposant la relativité générale, on peut du coup commencer à parler de peut-être déviation à la relativité générale. Donc, les grands relevés du ciel, déjà depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, donc on a eu un relevé anglais-australien, où il y a eu donc ça, ici c'est le nom du télescope, et ici ensuite c'est le nom des programmes, parfois liés au nom de la caméra ou de l'instrument qui a été utilisé, qui ont été donc mis en place avec ce télescope. Donc c'est un télescope en collaboration anglaise et australienne. On a aussi le CFHT, Canada France Hawaii Télescope, je vais revenir dessus, donc à Hawaï, qui a permis, par exemple, un relevé de supernovae, d'observer des supernovae de type 1A. On a un télescope ici, donc le Subaru Far-Sound, donc avec le relevé Far-Sound et HSC. Donc là, c'est plutôt un relevé japonais. Et celui-ci, c'est celui sur lequel j'ai travaillé, le SDSS, donc je vais revenir un petit peu dessus. On a eu, pareil, différents programmes. Maintenant, pour les 10 prochaines années, on en a d'autres, on en a même un certain nombre, et ils sont très complémentaires. Donc on a celui-ci, DAISY, c'est un peu la continuité de ce télescope, mais avec beaucoup plus de données qu'on pourra collecter. On a un télescope Euclid, ça c'est un projet européen, un projet ici international et avec une forte contribution des États-Unis à l'SST.
On continue avec cette même infrastructure, mais on la développe, et un autre projet ici. Donc moi, je vais revenir un petit peu donc, sur celui-ci, parce que j'ai travaillé sur celui-ci. Maintenant, je travaille sur ce projet-là, mais comme vous voyez, on n'a pas encore les données. Justement, on prépare ce programme d'observation, et un petit peu sur ces deux-là. Donc, ce qu'il faut bien comprendre avec ce que je n'ai pas dit, mais... Alors, on va y aller doucement. C'est dans quel ordre? Voilà. Donc, ce télescope et le relevé qu'on a effectué avec ce télescope, donc c'est le Sloan Foundation Telescope. C'est un télescope avec un miroir de 2,5 mètres de diamètre qui est situé aux États-Unis, au Nouveau-Mexique. Donc on a 2 spectrographes, et le spectrographe, c'est vraiment du coup ce qui va nous permettre. Donc le spectrographe, on reçoit la lumière d'un objet, on le relie à une fibre optique et on va obtenir son spectre lumineux. Et son spectre lumineux, ça va justement nous dire la position de ces raies d'émission. Et en mesurant précisément la position de ces raies d'émission, c'est comme ça qu'on va déterminer le redshift. Donc vraiment l'instrument ici phare, même si du coup c'est pas celui qu'on voit parce que là on voit le télescope, c'est le spectrographe, c'est lui qui va nous permettre d'obtenir le spectre d'un objet. Je vais vous montrer à quel point c'est important le spectre d'un objet. Donc ce télescope en fait, il faut imaginer donc ici au plan focal une plaque d'aluminium et percée de 1000 trous. Donc c'est 1000 trous, chaque trou est à la position d'une galaxie qu'on va observer dans le ciel. Et ce trou est relié avec des fibres optiques au spectrographe. Donc c'est un télescope qui prend des données depuis 2000, mais moi les programmes qui m'intéressent, c'est ces 2 programmes, ce qu'on appelle BOSS et eBOSS. Donc BOSS était de 2008 à 2014 et eBOSS 2014-2019. Et ces programmes, ils ont observé la position, donc pour BOSS, de millions de galaxies. Les galaxies ici, là, donc c'est des galaxies rouges lumineuses, puis d'autres types de galaxies avec eBOSS, des quasars, moi j'ai travaillé sur cet échantillon, et des quasars toujours, mais cette fois-ci avec on exploite une autre partie du spectre. Donc on a comme ça 4, ce qu'on appelle des traceurs de la matière, des objets visibles qui vont tracer les structures de la matière, et on a observé à peu près de l'ordre de quelques millions de spectres de galaxies et de quasars. On a terminé les observations, ça y est, et on les a terminées en début mars, fin février, début mars de cette année, et on va publier les résultats finaux des analyses cosmologiques à la fin de l'année. Donc pourquoi le spectre c'est très important? Donc là par exemple c'est le spectre d'une étoile. En fait le spectre il nous dit tout d'un objet. Il va nous dire ce que c'est. Chaque classe d'objets astrophysiques a son propre spectre. Il va nous dire sa composition. Donc là, les raies que vous voyez, magnésium, oxygène, les raies hydrogène à différentes positions, etc. Vraiment, c'est la carte d'identité, si vous voulez, d'un objet. Donc là, par exemple, c'est une étoile de type comme notre Soleil. Donc ça, c'est le spectre d'une étoile. On a ici le spectre, alors je triche un petit peu parce que c'est une collecte de plusieurs spectres qu'on a mis entre eux pour avoir un joli spectre pour le grand public, pour que vous voyez bien notamment ces raies d'émission. Donc ça, c'est une galaxie, ce qu'on appelle des galaxies à raies d'émission. Donc ce sont des galaxies spirales ou de forme irrégulière, avec des régions de formation active d'étoiles à l'intérieur, donc des galaxies généralement assez jeunes, plutôt bleues, et qui sont donc caractérisées par leur raie d'émission. Et c'est vraiment, par exemple, vous voyez que cette raie, notamment là, la raie O2, ou O3, c'est pareil, oxygène 2, oxygène 3, vous voyez que c'est vraiment un pic très précis, une position très précise dans le spectre, et c'est la position de ce pic qui va nous permettre de déterminer le décalage spectral, le redshift, et donc la distance à laquelle est située cette galaxie. Donc là, on a des spectres de quasars. Là, ce sont des vrais spectres, donc tels qu'ils ont été observés. Donc j'aime bien ces images de spectres parce qu'on voit plusieurs choses. On voit les raies d'absorption, vous voyez, et d'émission. Vous voyez que là, les raies, il y a des raies qui sont beaucoup plus larges. C'est une caractéristique des spectres de quasars aussi. C'est lié à la physique autour du quasar. Et vous voyez en rouge, c'est le modèle qu'on a fait passer justement pour déterminer le redshift et donc la distance à laquelle ce quasar se situe. Donc, par exemple, là, si vous vous amusez à regarder la position de la raie magnésium 2, si je vous donne la position de référence, avec la petite formule que je vous ai donnée, vous êtes capable de retrouver cette valeur, 1,7 on va dire.
Et en vert, c'est les lignes de ciel, parce que bien sûr, quand on observe depuis la Terre, on observe aussi tout ce qui se passe entre la galaxie et nous sur Terre. Donc on a des contaminations liées au ciel, mais on les connaît, on est capable d'observer le ciel des milliards de fois, et donc du coup de retirer cette contribution de nos modèles. Là, on a pareil. Donc vraiment, la conclusion, c'est qu'à chaque classe d'objets, on a un spectre. Donc là, par exemple, on a 4 spectres différents, ça correspond à 4 objets différents. On a des galaxies rouges lumineuses, ces galaxies observées au début par le programme BOSS, au tout début, des galaxies elliptiques vieilles, donc, qui nous permettent de sonder l'univers assez, entre guillemets, récent aux échelles cosmologiques. Donc, et ensuite, on a les galaxies arrêt d'émission, Emission Line Galaxies, des galaxies spirales avec formation d'étoiles. On peut déjà aller un petit peu plus loin et dépasser la dizaine de milliards d'années-lumière au niveau de l'époque qu'on sonde, l'époque de l'univers qu'on sonde avec ces objets. On peut également, donc je vous disais, utiliser les forêts Lyman alpha. Donc c'est une partie du spectre de ces objets, les quasars, ces trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Vous voyez qu'on va encore plus loin avec ces objets-là parce qu'ils sont très très lumineux, comme je vous disais. Donc on peut les observer plus loin, donc remonter à une époque où l'univers était plus jeune. Et donc là, on les utilise comme objets. On prend la position de l'objet dans le ciel. Là, on va plutôt utiliser une partie du spectre qui correspond donc à cette absorption de l'hydrogène entre le quasar et nous, et dans le milieu entre le quasar et nous, et qui va nous permettre d'accéder à des époques encore plus lointaines. Donc voilà, et petite info, donc ça je vous avais montré, j'aurais dû le mettre juste après, mais un spectre de quasar assez beau, assez propre. Maintenant, si on va juste aux limites de détection de l'instrument, vous voyez qu'on a beaucoup plus de bruit. Tout ça, c'est des contaminations. C'est pas qu'on a plein de lignes, c'est juste qu'on a beaucoup de bruit parce qu'on pousse les limites de l'instrument. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut être capable, il faut connaître son instrument et il faut être capable de le prendre en compte. Parce que ce qu'on essaye de pousser, en gros, ici, c'est la luminosité des objets qu'on observe. On essaie d'observer des objets qui sont avec une luminosité de plus en plus faible, parce que ça veut dire qu'ils sont de plus en plus loin, sauf qu'on a bien sûr des limites instrumentales. Ok, donc le futur au niveau de ces relevés qu'on appelle donc spectroscopiques, donc c'est vraiment cette technique, on obtient le spectre, on mesure la position des raies et on détermine du coup la distance entre nous et la galaxie. Ces relevés spectroscopiques, donc un des prochains relevés, DESI, donc je l'ai pris parce que c'est celui sur lequel je travaille, et donc c'est Dark Energy Spectroscopic Instrument, c'est un miroir de 4 mètres cette fois-ci, donc le précédent c'était 2,5 mètres, donc là on augmente la surface du miroir principal, donc autrement dit on augmente la quantité de lumière collectée, donc le nombre d'objets qu'on va observer. Il a 3 spectrographes. Le domaine sondé, c'est le domaine visible proche infrarouge. Donc là, on a un spectrographe pour le domaine plutôt vers le bleu, un spectrographe qui va observer plutôt dans le rouge, et un spectrographe qui va être au niveau du proche infrarouge. Et comme ça, on a le spectre visible et proche infrarouge avec une très bonne résolution pour chaque domaine. Et donc celui-ci, il est situé à l'observatoire de Kitt Peak en Arizona aux États-Unis. Et cette fois-ci, c'est plus 1000 fibres. Alors il n'y a plus de plaques. Mais si vous voulez, par pointage, on va avoir 5000 fibres. Donc 5000 objets observés par pointage. Et ces 5000 fibres, avant, dans le télescope précédemment, avec le SDSS, c'était des gens qui manuellement reliaient les fibres optiques au spectrographe. 1000 fibres par plaque, on fait à peu près maximum 9 plaques par nuit et on a observé des millions d'objets. Donc je vous laisse imaginer, mais c'est beaucoup. Donc c'était plus possible au bout d'un moment. Donc du coup là, on le fait de manière robotisée. Et la nouvelle super excitante pour moi, c'est que les données vont arriver début de l'année prochaine et on va même commencer déjà à travailler avec l'instrument et le calibrer, etc. À la rentrée là dans quelques semaines. Donc avec ce télescope et avec cet instrument, les spectrographes, etc., on va observer le ciel pendant 5 ans et on va donc de la même façon que l'autre expérience essayer de retracer toutes les structures de l'univers avec différents types d'objets visibles. Donc cette fois-ci, on a 5 traceurs de la matière. On retrouve ce qu'on avait au début. Donc là, c'est les galaxies rouges lumineuses, les galaxies à raie d'émission, les galaxies spirales avec formation d'étoiles.
étoiles encore, et là, les quasars, trou noir supermassif, avec un trou noir supermassif au centre de la galaxie. On rajoute cet échantillon, le Bright Galaxy Survey. Donc, c'est des galaxies qui sont très, très lumineuses et qui vont nous permettre justement d'aller mesurer ce qui se passe dans l'univers assez proche de nous. Donc, l'univers plus local, on va dire, encore une fois, aux échelles cosmologiques. Donc au total, tout ça, c'est 35 millions de spectres au total, 35 millions d'objets qu'on va observer, toutes classes confondues. Et donc ce gain en termes d'objets, de nombre d'objets observés, va nous permettre d'avoir un gain directement sur les contraintes qu'on va mettre sur les paramètres cosmologiques. Donc notamment, on va être capable de retracer l'évolution de l'expansion de l'univers, donc l'évolution des distances dans l'univers, avec une précision de l'ordre du %. Maintenant, on passe à une autre catégorie de relevés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc là, je vous l'ai dit, 35 millions de spectres, c'est énorme. Ça vous paraît énorme, ça me paraît énorme, mais c'est pas du tout toute la lumière qu'on peut recevoir des objets. Il y a beaucoup plus d'objets, et on peut, il se trouve qu'obtenir un spectre, c'est très coûteux. Financièrement, en temps, etc. Mais c'est la méthode, disons, la plus robuste et idéale pour mesurer précisément la distance aux galaxies lointaines. Mais après, on sait aussi que plus on augmente le nombre d'objets observés, plus on va avoir un gain statistique, un gain sur le nombre d'objets, donc sur nos contraintes. Donc si on est capable d'observer, si on était capable de mesurer la distance de tous les objets lumineux pour lesquels on reçoit justement la lumière, là, ce serait magique. Bon. Alors, il se trouve qu'on on reçoit la lumière de tous ces objets, c'est des relevés qu'on appelle photométriques, donc avec des caméras. Donc là, par exemple, c'est l'exemple du télescope Canada-France-Hawaï, situé à Hawaï, a donc un diamètre de 3,6 mètres. C'est un site exceptionnel au niveau des perturbations atmosphériques, au niveau de tout ce qui est conditions instrumentales. Et donc, il y a cette caméra Megacam qui a été utilisée. Donc là, c'est entre guillemets juste une caméra, des CCD, mais une caméra pareil, il y a eu derrière du développement en R&D pour essayer d'avoir, à partir d'une image, la meilleure image possible, si vous voulez, d'un objet. Et là, cette fois-ci, on n'a plus le spectre, mais on a la mesure du flux par tranche, si vous voulez. Je vais une autre figure après, je vais vous la remontrer. Moi, je vais revenir directement dessus. Ce qu'on a ici avec les relevés photométriques, c'est plutôt ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on va être capable de mesurer. Vous voyez, là, c'est le spectre des longueurs d'onde. Enfin, c'est toutes les longueurs d'onde qu'on va pouvoir déterminer. Donc, les longueurs d'onde nous donnent la couleur d'un objet. Je vous l'avais défini tout à l'heure. C'est le lambda, là, la distance à une raie. Et ici, en fait, au lieu d'avoir le spectre, on va mesurer précisément, le plus précisément possible, le flux lumineux reçu par ce qu'on appelle bande photométrique. Donc ça va être moins précis, mais donc c'est moins précis qu'un spectre, bien sûr, mais en revanche, c'est plus des millions, c'est des milliards d'objets qu'on a là. Donc on peut essayer, on espère qu'avec ce gain statistique énorme, on va contrebalancer le fait que la méthode de mesure de la distance est moins précise. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de ces informations, donc là vous voyez, on donne des noms à ces bandes U, G, R, I, Z. Donc là, on a les bandes photométriques de cette caméra Megacam en très plein, c'est donc le télescope qui est à Hawaï. Et là, c'est c'est les bandes photométrique pour le télescope, parce que le télescope sur lequel j'ai travaillé, lui, il avait un spectrographe, mais il a toujours eu aussi une caméra au début, c'est d'ailleurs la première étape, et il a aussi fait du coup des mesures comme ça sur des milliards d'objets, mais c'est moins précis que quand on a le spectre. Donc on peut même comparer du coup les performances des deux méthodes. Et à partir de ça, on va du coup extraire des informations photométriques. Donc quand on regarde la différence entre deux bandes, c'est ce qu'on appelle une couleur. Donc là, on fait un diagramme couleur-couleur. On va pouvoir isoler des populations d'objets. Donc celui-ci, par exemple, et c'est des étudiantes en première S que j'ai accueillies pendant que j'étais en thèse, qui je leur avais préparé un petit projet pour travailler sur les quasars, ceux sur lesquels j'ai travaillé, et elles devaient reproduire ce diagramme justement pour montrer que dans ce diagramme, lorsqu'on regarde la position des quasars, par exemple, dans ce diagramme, on voit qu'ils sont là, et tout le reste, ici, ce sont des étoiles, par exemple. Ici, c'est pareil. Là, en jaune, vous avez les étoiles.
Et ensuite, en fonction du redshift, vous avez des galaxies. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Eh ben, on va dire, bah, moi, je vais sélectionner ces objets-là, parce que normalement, j'ai que du noir, donc normalement, j'ai que cette population-là d'objets. Donc normalement, ces objets-là, ils devraient être, je devrais les avoir dans un redshift entre 0,7 et 1,1. Donc là, c'est à partir que de la photométrie, des informations photométriques. Et ces objets-là, dans mon, je ne me rappelle plus du nom de cette forme géométrique, mais dans ce truc-là, on va obtenir le spectre. On va obtenir le spectre et on va confirmer que ce que je pensais être des galaxies dans cette gamme en redshift, c'est bien ça. Non seulement je confirme que c'est bien des galaxies dans cette gamme en redshift, et en plus je mesure précisément leur redshift. Sauf que je peux le faire pour beaucoup moins d'objets. Vous voyez que je loupe tout ça. Ok, donc et ce qu'a fait le Canada France-Hawaii Télescope, il avait un programme de supernovae de type 1A, et ils ont pu reconstruire du coup le diagramme de Hubble. Donc ça, c'est en gros la distance en fonction du redshift, et ils ont du coup, avec différentes sondes, confirmé cette expansion de l'univers, et puis aussi mesurer les distances au fur et à mesure. Ok, alors, donc le futur pour les relevés photométriques, on a donc ce satellite Euclide. Euclide, c'est une caméra, donc c'est un grand champ qu'on va utiliser pour le visible. Et ils ont une partie photométrie et ils ont une petite partie aussi spectroscopie pour le proche infrarouge. Donc en gros, ils vont observer, pour avoir une idée de l'ordre de grandeur, là ça va être 100 millions de spectres de galaxies. DESI, c'était 35 millions. Et ils vont mesurer aussi la forme des galaxies pour 2 milliards de galaxies, parce que là, ça va être uniquement avec la photométrie, sans le redshift, sans le spectre. Pour LSST, donc là c'est un programme au sol, un télescope au sol avec une caméra avec 3,2 milliards de pixels, donc c'est toujours pareil, hein, ce que je disais, développement R&D, on pousse les limites instrumentales pour observer toujours plus d'objets avec une précision meilleure. 6 bandes photométriques, donc c'est les UGRIZ, bon, bah là on rajoute UGRIZ, voilà, on rajoute Y. On va juste plus loin dans le spectre électromagnétique. Et ce programme, qui va commencer sa prise de données en 2023, il va observer la moitié du ciel en 3 nuits. Il va observer 40 milliards d'étoiles et de galaxies. Donc là, ce n'est pas des spectres précis, comme je vous ai dit, mais vous avez vu le nombre d'objets qu'on va gagner? On passe de millions à milliards. Et bon, 15 téraoctets de données par nuit, ça pose des questions, comment on va stocker et gérer toutes ces données. Mais bon. Donc tout ça, du coup, dans quel but? Dans le but, vous l'avez compris, c'est donc de retracer notre histoire cosmique depuis les fluctuations initiales de température et donc de densité qu'on a observées à partir du rayonnement fossile, les premiers photons émis par le Big Bang. Ces fluctuations de température, qui correspondent à des fluctuations de densité, évolue sous l'effet de l'effondrement gravitationnel, donc de la gravité, dans un univers en expansion qui a tendance à ralentir cette formation, mais des structures se forment. On va d'une galaxie à des amas de galaxies et avec des échelles toujours plus grandes. Donc on a une structuration de la matière et avec des structures liées gravitationnellement et qui deviennent de plus en plus grosses. Et on a du coup aujourd'hui donc cette question de l'histoire de cette question de le contenu énergétique de l'univers. Donc vous savez que on observe moins de 5% du contenu énergétique de l'univers aujourd'hui, donc ce qu'on appelle la matière baryonique, les étoiles, la poussière, le gaz, tout ça, c'est moins de 5% du contenu énergétique. La radiation, tout ce qui est photons aujourd'hui, c'est complètement négligeable, elle n'était pas du tout bien sûr au moment du fond diffus cosmologique. La matière noire, j'en ai pas du tout parlé, j'en parlerai pas plus, c'est donc une inconnue qui correspondrait à 25% du contenu énergétique de l'univers et qui est nécessaire pour, par exemple, comprendre que les étoiles restent piégées à l'intérieur d'une galaxie. Donc parce qu'en fait, il y a un halo de matière noire autour de la galaxie qui exerce une force gravitationnelle sur ces particules qui les retient dans la galaxie. Et surtout, cette grande question, la question de l'énergie noire, qui est donc correspond aujourd'hui à 70% du contenu énergétique de l'univers. Alors, il me reste quelques slides. Donc, là, c'est vraiment du coup maintenant un peu plus les recherches actuelles. Vous avez compris comment, j'espère en tout cas, que vous avez compris comment on mesure les distances entre les galaxies et nous. Qu'est-ce qu'on fait de cette information? Donc, on veut retracer l'évolution de l'expansion de l'univers. On veut mesurer l'évolution des distances dans l'univers. Le paramètre qu'on veut mesurer, c'est ce paramètre, taux d'expansion de l'univers.
On a donc un catalogue avec la position en 3 dimensions, 2 angles, plus la distance entre la galaxie et nous, 2 millions de galaxies entre plus ou moins aujourd'hui, même si ce n'est pas tout à fait aujourd'hui, et on peut remonter jusqu'à 12 milliards d'années. On va reconstruire la distribution spatiale des galaxies, donc on va aller regarder comment ces galaxies sont distribuées dans le ciel, et notamment distribuées 2 par 2, donc on va regarder les corrélations spatiales entre ces galaxies, et la forme de cette distribution, la façon dont les galaxies sont distribuées dans le ciel, dépend des paramètres cosmologiques qu'on veut mesurer. Donc, elle dépend notamment du taux d'expansion de l'univers. Donc, à partir d'un modèle, le modèle cosmologique basé sur la relativité générale, on va essayer d'extraire la valeur du taux d'expansion de l'univers qui permet de reproduire cette distribution des galaxies. Et on va le faire, là vous le voyez, donc c'est des prévisions des valeurs qu'on va mesurer avec l'expérience DAISY on va le faire pour des tranches d'âge de l'univers très proches, ce qui va nous permettre de remonter à toute l'histoire de l'expansion de l'univers. Ça, je vais passer. On peut aussi, et on le fait aussi, je vous avais dit que je reviendrai sur maintenant les recherches actuelles de d'une des personnes qui a mis en évidence l'expansion accélérée de l'univers, Adam Riess. Aujourd'hui, maintenant, il essaie de mesurer, lui et son équipe et d'autres personnes, il n'est pas tout seul, de mesurer la valeur du taux d'expansion aujourd'hui, donc ce que j'appelais la constante de Hubble, le H0. Comment il fait? 3 étapes également, et là, c'est parfait, parce que comme rappel pour moi, c'est très pratique. Vous allez voir qu'il va utiliser pratiquement tout ce qu'on a mentionné. Donc, dans un premier temps, il utilise les céphéides, des céphéides dont il va aller mesurer la distance avec la méthode des parallaxes. Donc, il va calibrer. Pourquoi? Il utilise la méthode des parallaxes pour mesurer la distance des céphéides, parce qu'il veut calibrer, il veut étalonner cette relation entre la période et la luminosité. Donc, il le fait sur des céphéides avec la méthode des parallaxes, il a la distance, il mesure la magnitude apparente, la magnitude observée, il en déduit la magnitude, il mesure aussi la magnitude apparente et il a la magnitude absolue, et il peut du coup établir cette relation. Donc ça, il le fait avec un télescope spatial, le Hubble. Deuxième étape, il calibre cette fois-ci la relation entre la luminosité des céphéides et celle des supernovae. Parce que les céphéides et les supernovae, en fait, il prend des galaxies où on a à la fois des céphéides et des supernovae. Donc les céphéides sont moins lumineuses que les supernovae, donc elles ne lui permettent pas d'aller aussi loin, de remonter à des âges de l'univers aussi loin qu'il le voudrait. Donc il calibre la relation entre les céphéides et les supernovae. Il le fait aussi avec, il le fait avec ce programme, CHOOSE, du télescope spatial Hubble. Il le fait sur des objets donc, connus et il calibre du coup sa relation. Et ensuite, donc dernière étape, il a tout ce qu'il lui faut pour construire le diagramme de Hubble, pour du coup aller mesurer ce coefficient de proportionnalité entre la vitesse d'éloignement des objets et leur distance. Et il mesure le facteur, la constante de Hubble entre pratiquement aujourd'hui et un petit peu plus loin. Donc voilà, sur une certaine échelle de temps, mais ça reste du local. 0,1 en redshift, c'est du local. Et voilà la valeur qu'il trouve, avec une incertitude sur cette valeur de 2,2%. Super, mesure précise. Bon, ok, vous voyez que quand même la méthode, elle nécessite 3 étapes, il y a des calibrations, etc. Le problème, et ça sera ma dernière slide avant ma conclusion, c'est que pour peut-être une des premières fois maintenant, là, dans cette ère de ce qu'on appelle, on entre bien de plus en plus dans l'ère de cosmologie de précision, on arrive à mesurer des grandeurs de manière de plus en plus précise, on voit une déviation, et je voulais la mentionner parce qu'on en parle, on commence à en parler dans la communauté scientifique, je ne chercherai pas du tout à l'interpréter, je vous donne des faits, et je vous dis les réserves qu'on a sur les faits. On voit une déviation lorsqu'on cherche à retracer l'histoire de l'expansion de l'univers, donc là vous avez toujours ce taux d'expansion. Aujourd'hui, voilà la valeur mesurée par Adam Riess et son équipe à partir de la méthode que je vous ai présentée. La valeur est ici. Et ça, c'est la courbe théorique obtenue à partir donc, du modèle cosmologique basé pour les conditions initiales sur le fond diffus cosmologique, donc sur la mission Planck, donc l'univers tel qu'il était 380 000 ans après le Big Bang. Et vous voyez aussi qu'avec ce programme BOSS, et puis là, c'est la mesure à laquelle j'ai contribué, on a, avec des objets visibles, mesuré ces distances-là. Ces distances-là
sont en accord avec la prédiction du modèle cosmologique basé sur les conditions initiales à partir des mesures de Planck. Mais en revanche, aujourd'hui, il y a un désaccord. Et il y a un désaccord qui est de 4 fois la précision sur la mesure. Alors ça dépend de quelle mesure on prend. La mesure avec la mission Planck, donc le modèle, si vous voulez, c'est très précis, c'est très robuste. Jusqu'à présent, on le remet pas en cause, et on le remet pas en cause, hein, c'est vraiment très précis. Après, il peut y avoir des petites subtilités d'interprétation. En revanche, là, on a plus de doutes, et c'est pour ça qu'on parle d'une déviation, mais vous n'avez pas dû voir l'article « Le modèle cosmologique ne marche plus », parce que pour le moment, voilà ce qu'on commence à voir, une déviation, mais la question est, dans la méthode utilisée par Adam Riess, vu la complexité de la méthode et les hypothèses, vous voyez qu'on fait une échelle de distance au fur et à mesure, est-ce que cette barre d'erreur qui nous montre correspond à la vraie barre d'erreur? Est-ce qu'il n'a pas oublié de prendre en compte certains facteurs, certains paramètres? Et du coup, au lieu d'avoir une barre d'erreur comme ça, on descendrait déjà ici, et on commence à s'inquiéter des déviations quand elles commencent à être plus grandes que 3-4 fois la précision des mesures. Donc c'est les premières, une tension entre les mesures actuelles qu'on commence à discuter dans la communauté cosmologique. Donc voilà, donc je vais m'arrêter avec ces grandes questions sur l'énergie noire. Rapidement, je vais aborder l'énergie noire, est-ce que c'est une constante cosmologique ou des propriétés qui varient avec le temps? La relativité générale décrit-elle correctement la gravité à toutes les échelles? Donc on a un peu les deux approches. Bon alors après, si on part sur l'approche gravité modifiée, quel type de gravité modifiée? Là-dessus, je mentionnerai uniquement donc, la détection jointe des ondes gravitationnelles avec une onde de lumière, dont vous avez peut-être entendu parler. On a détecté pour la première fois des ondes gravitationnelles, et en plus, avec d'autres événements, un autre événement, on a détecté en même temps une onde gravitationnelle et une onde lumineuse, et il se trouve que le décalage entre ces deux ondes, il est pratiquement nul. L'onde gravitationnelle se déplace à la même vitesse que la lumière, à très peu de choses près, et cette observation-là, elle a permis d'éjecter de notre paysage un certain nombre de modèles de gravité modifiés qui prédisaient que l'onde gravitationnelle devait se déplacer à une vitesse différente. Donc pour le moment, gravité modifiée, c'est plutôt mis à mal, hein, sans parler du fait que tout modèle de gravité modifiée doit non seulement expliquer l'expansion accélérée de l'univers, mais aussi tout ce qu'on a observé jusqu'à présent, et notamment tout ce qui se passe dans l'univers primordial, où là la physique est beaucoup plus simple, et pour le moment, il n'y a pas beaucoup de modèles qui survivent à tous ces tests. Donc voilà. Et donc, comme je vous disais, il y a quelques rendez-vous que j'ai notés en lien avec ce sujet si vous êtes intéressés. Donc, il y a eu un cours de Patrick Lécureuil, un cours fil vert dimanche, justement sur la notion de temps, de distance, magnitude absolue, magnitude apparente, méthode de la parallaxe, céphéide. Un autre cours fil vert plus sur la notion d'expansion de l'univers et l'histoire de l'univers. Il y a eu la conférence de la nuit de Nathalie Palanque de la Brouille. Nathalie, qui fait partie de ces personnes que je remercie particulièrement parce que j'ai eu la chance de travailler dans son groupe. Pas avec elle directement, on est sur des sujets différents, mais c'est elle qui m'a permis d'être au festival pour la première fois il y a 2 ans. Donc il y a notamment une conférence sur ces structurations de la matière et cette distance caractéristique entre les galaxies, si vous voulez revenir dessus. Et puis ensuite, un cours fil rouge par Solène, doctorante de Nathalie, sur les simulations numériques. Moi, j'en ai utilisé certaines dans mon travail. Les cours fil jaune mentionnés par André. Donc là, c'est toute une série où il vous montre du coup comment on mesure les distances. Donc par exemple, la distance Terre-Soleil, Terre-Lune, tout ce qui est loi de Kepler, etc., mécanique céleste. Mon cours fil rouge demain, et je fais un café astro avec Florence demain, et si vous avez des questions ou vous voulez discuter de plein de choses, et on n'aura pas le temps aujourd'hui, parce qu'en plus je vous ai laissé que 10 minutes, on peut discuter vendredi, je serai à l'espace rencontre de 11h à midi. Je pense notamment aux jeunes, s'il y en a qui ont des questions sur le parcours, ou s'il y a des doctorantes ou des post-doctorantes dans la salle qui veulent candidater à la bourse L'Oréal, je vous encourage et on peut en discuter. Donc voilà, merci pour votre attention.